Ça va vous? Cinéma Radio. Ça va bien? La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Qui? Fantomas! Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. Troisième épisode, rencontre décisive avec une belle, Guitry et les Branquignoles. Avez-vous connu cette courtisane, vêtue de satin fourré de Bora, et qui chaque soir soupait au champagne, c'est la Léopolda. En 1949, dans le film Du Guesclin de Bernard Delatour, il interprétera cette fois-ci 4 rôles. Je connais l'Espagne. C'est un pays sec comme un nombril de couleuvre. Vous serez bien payé. Je vous ferai délivrer par le roi de France 100 000 florins d'or. Dis-nous, Guesclin, que veut ton roi de France? Nous faire suer Dieu sait quel soir? Nous mener noyer comme chien galeux? L'autre intérêt de cette fresque historique sera surtout de faire rencontrer De Funès avec l'un de ses futurs réalisateurs fétiches, à savoir Gérard Houry, ici acteur dans le rôle du roi de France, Charles V. Un homme qui court aux trois quarts mort et tout nu assaillir une ville entière. C'est bien celui que la Providence a marqué pour délivrer le royaume. La même année, Louis joue dans 2 films réalisés par André Hunebelle, cinéaste qui sera également très important pour lui, puisqu'il le choisira pour le rôle de Juve dans Les Trois Fantomas. Si De Funès n'a qu'un rôle muet dans Millionnaire d'un jour, il en aura un autre beaucoup plus consistant dans le film d'espionnage Mission pour Tanger, où il interprète un général espagnol haut en couleur. Mais permettez-vous esta danse? Ce sera avec plaisir, général, mais tout à l'heure, pour un tango de préférence. Sus deseos son órdenes. Excusez-moi, pero es un tango. Je ne comprends jamais rien, il faut mieux que je m'en débarrasse. Monsieur Georges Mas, général Razelmo. Excusez-moi, monsieur. Ne vous excusez pas, militaire. Nous avons été général avant vous, nous savons ce que c'est que d'être en terme. Mais qu'il est très aimable, ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il vous couvrait de fleurs. Des flores. Complimentez usted. Ah, si. Toujours en 1949, il a un rôle un peu plus consistant dans Pas le week-end pour notre amour de Pierre Montazel, aux côtés de la star de l'époque, Luis Mariano. Cependant, la production lui fait subir une douloureuse ablation du prénom en ne le créditant au générique que d'un spartiate De Funès. Mais le dîner n'est pas encore terminé, mademoiselle. Oui, d'habitude, le dîner est terminé à cette Oui, mais ce heure-ci. soir, nous célébrons les fiançailles de Monsieur Franck avec mademoiselle Laurie. Comment les fiançailles? Parce qu'ils vont se marier. Bon, écoutez, Constantin, il faut absolument que je voie Monsieur Franck ce soir. Si mademoiselle veut bien patienter dans la galerie de tableaux, je vais essayer de prévenir monsieur. Il interprète Constantin, un domestique également pianiste qui accompagne le chanteur dans quelques scènes, l'occasion pour Louis de rentabiliser les nombreuses heures passées dans des clubs miteux. Allez, allons-y les enfants, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Pardon. Au début des années 50, Louis a déjà une vingtaine de films à son actif, ainsi qu'une dizaine de pièces de théâtre ou de revues. Il a également la chance d'être choisi par le grand Sacha Guitry pour devenir un second rôle de choix, et ce pour 5 films. À savoir, entre autres, La Poison en 1951, Je l'ai été 3 fois en 1952, et enfin, Si Paris nous était compté, Napoléon en 1955. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre, car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jacques Derive, Max Harry, Louis de Funès, 100 fois bravo, 100 fois merci. Mais son rôle le plus consistant dans un film du maître, c'est dans La vie d'un honnête homme en 1953 qu'il l'aura, donnant ainsi la réplique au grand Michel Simon. Qu'est-ce que c'est? C'est ce monsieur qui ressemble tellement à monsieur qui a déposé une lettre hier, qui est venu ce matin et qui demande maintenant la réponse. Dites-lui que je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre, mais que demain sans faute, il recevra une lettre de moi. Je ne crois pas qu'il va se contenter de ça. Pour quelle raison? Parce qu'il dit qu'il faut qu'il voie monsieur à tout prix. Donc, il prévoit un peu la réponse de monsieur. J'ai l'impression qu'il ne va pas l'accepter. Soyez bon pour les gens, ils s'en amuseront toujours. Bon, voyez de l'entrée. Et c'est également dans ce film que l'acteur a l'occasion de donner la réplique pour la première fois à Claude Jansac dans le rôle d'une soubrette. Et celle-ci deviendra bien évidemment, 10 ans plus tard, sa femme de cinéma. Eh bien, voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée? Ne vous en privez pas pour moi. Ça, c'est un homme qui commence déjà à regretter la vie qu'il menait jusqu'ici. Il en disait du mal, mais ses yeux... Démentait, ça vous irait? Très bien, merci. Ses yeux démentaient ses paroles. Pour en finir sur les rapports entre De Funès et Guitry, l'acteur participera au film hommage au maître décédé en 1957, à savoir La vie à deux, réalisé en 1958 par Clément Duhour, d'après un scénario non tourné de l'auteur. Louis interprète un notaire, Maître Stéphane, chargé de respecter le testament d'un auteur à succès, très inspiré de Guitry bien sûr, souhaitant léguer à quelques individus ayant inspiré certains personnages de ses pièces une partie de sa fortune. Monsieur Pierre Caraud a écrit une œuvre intitulée La vie à deux. Ce livre raconte les amours de 4 couples. C'est à eux que notre ami désire léguer sa fortune, à la condition expresse
express qu'il soit demeuré aussi heureux qu'il l'était à l'époque où l'œuvre fut écrite. Comprenez? C'est définitif. Bon, il reste donc 3 couples à retrouver. Non, pardon, à l'instant, vous avez dit 4. Oui, non, mais 3 seulement restent en compétition. Mais pourquoi? Parce que le 4e, plutôt le 1er, va nous servir d'exemple. Entre les séquences avec De Funès sont intercalés quelques extraits des pièces qui ont fait son succès, l'occasion pour de nombreux acteurs et actrices, sublimés par les textes brillants du maître, de rendre hommage une dernière fois à son génie. L'espoir est le plus merveilleux don que Dieu ait fait aux hommes. Malentendu n'est pas faute, continuez d'espérer. Mais qu'il me soit permis au moment de fermer les yeux et de rendre l'esprit, d'adresser un adieu à toutes celles que j'ai aimées. En vérité, j'ai pour la femme un tel amour et pour l'amour un tel penchant que la pensée de vivre à 2 sans s'adorer me fait horreur. Faut-il être assez sûr, mon Dieu, qu'on les adore pour oser en parler ainsi? Car elles vous ont tout un système philosophique en vérité sommaire et qui ne concerne que les hommes, mais qui tient parfaitement debout quand ceux-ci sont couchés. En 1951, Louis a besoin, pour percer dans le métier, de passer à la vitesse supérieure. Et l'opportunité de faire partie de la fameuse troupe des Branquignoles est exactement l'occasion qu'il attendait, et il n'a pas l'intention de passer à côté. Racontez-nous un peu maintenant comment est née cette troupe. C'est un petit miracle que les gens se réunissent comme ça. C'est une histoire de conservatoire, de copains de conservatoire, et je crois qu'au départ, Robert était vraiment pas tout à fait normal, je viens de le dire. Colette Brossé au micro d'Henri Sagnier, présentateur à l'époque du 20h de France 2. Et qu'il était très attiré par les autres anormaux autour de nous. Et je crois aussi qu'on sortait de la guerre, on sortait d'une occupation épouvantable et on avait envie d'éclater, d'exploser, on était jeunes. Cette troupe mythique est créée en 1945 par l'acteur et metteur en scène Robert Derry et sa femme Colette Brossé. La troupe s'appelait au départ les Gaufrettes, mais le père de Colette les ayant traités de branquignoles, Derry décida de la rebaptiser de cette façon. Branque, ça vient de braque. Robert Derry pour un reportage du 20h de l'ORTF. Branquignol, c'est pas d'aplomb dans la tête et c'est charmant. C'est merveilleux d'être fou, je crois. Ils créèrent donc leur premier spectacle, nommé comme le nom de la troupe, en 1948. Parmi les membres fondateurs, on trouvait notamment Micheline Dax, Francis Blanche, ainsi que Jean Carmé. Ce spectacle fut un énorme succès, notamment en Angleterre, et comptabilisa au total presque 1000 représentations. Alors qu'est-ce que vous avez inventé? Vous êtes inspiré de quoi, à votre avis? Des grands, peut-être du muet, c'est très visuel. Des grands muets complètement. Buster Keaton, oui, Charlie Chaplin. Buster Keaton, tout ça, Harold Lloyd, qu'on a bien connu là-bas après. Et vous inspiriez des sketchs visuels? Comment ça se passait? Comment travailliez-vous? Non, Robert trouvait que c'était pas la peine de parler si ce n'était pour dire Claudel ou Molière. Il trouvait que c'était pas tellement nécessaire. Il aimait le comique sans texte. Ce cocktail d'humour gaulois, mélangé au style visuel des films muets américains, eut droit à une adaptation cinématographique réalisée par Derry lui-même en 1949. Et voici à présent, grâce aux relations de notre chère marquise, la plus grande attraction du siècle, le plus fort tireur du monde, plus fort que Buffalo Bill lui-même, voici Bill Rocket. Le fondateur de la troupe et sa femme connaissaient déjà De Funès. En effet, à la fin des années 40, ils allaient souvent l'applaudir quand il jouait encore du piano dans les cabarets. Cependant, à l'époque, celui-ci ne se sentait pas encore prêt à rejoindre la troupe. En revanche, en 1951, fort de son expérience, Louis tente sa chance et propose ses services à Derry, qui accepte. Dites que j'aurais voulu ne pas me faire remarquer. Ah bah c'est loupé ça, on ne voit que vous ici, vous êtes. Oui. Oh là, je crois pas, j'en suis sûr. Non, moi j'aurais désiré passer inaperçu. Comment vous appelez-vous? Michel Leboeuf. Leboeuf? C'est un bon nom ça pour le théâtre. Ah, vous croyez? C'est un très bon nom. Ah. Madame Maillan. Oui, mon petit Derry. Je vous présente Monsieur Leboeuf. Je vais l'essayer dans le rôle de Courrier. C'est une excellente idée. Ah si, ce sera sûrement très drôle. Allez Leboeuf, magne-toi. Après la revue Bouboute et Sélection en 1952, il créera le premier rôle qui va le rendre célèbre auprès du public, à savoir celui de l'inspecteur de police Michel Leboeuf dans la pièce Allez belle bacchante en 1953. Le spectacle est un triomphe et la troupe le jouera plus de 800 fois. Et surtout, elle aura droit à une très célèbre adaptation cinématographique en 1954, réalisée par Jean Lubignac. Dites, savez-vous au moins ce que c'est que des bacchantes? Chef, des bacchantes, c'est des... Non, c'est peut-être des moustaches, mais c'est peut-être aussi des personnes du genre féminin. Alors, messieurs, vous êtes chargés de faire une enquête dans un théâtre où se produisent des femmes lascives. Bon, toute réflexion faite, je vais faire l'enquête moi-même. Même s'il a bien évidemment fort vieilli, ce film donne un très bon aperçu de l'univers délirant et inventif de Derry et aussi de sa volonté d'attirer un peu le chaland en lui proposant des numéros musicaux menés par des danseuses très peu habillées, voire pas habillées du tout. Regarde bien, moi je vais me déshabiller là. Je vais t'en faire du striptease et tu vas pouvoir te régaler. Pour De Funès, la création de ce personnage de policier idiot et au fort accent provincial marque une étape importante dans sa carrière. En effet, très inspiré par les petits chefs médiocres qu'il côtoyait 10 ans plus tôt, il inaugure l'impressionnante galerie de personnages qui feront sa gloire dans les années 60. J'ai pas fini mon enquête. Ah bon, oui. Et puis entre nous, la vie d'artiste, souvent, elle est pas triste.
C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.